Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire inédit proposé par la SFNCM. Alors, il sera présenté par le professeur Pierre Deschlottes, qui est président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme et chef du service nutrition du CHU de Rouen. Donc, professeur Deschlottes, je vous laisse la parole. Merci Aurore, merci à tous d'être déjà là, très nombreux au milieu de cette journée qui est voilà un des jalons de cette route de la semaine de la dénutrition. Et je pense qu'on a voulu justement au travers de ce webinaire d'orientation plutôt grand public, accessible, contribuer à cette mobilisation avec ce titre donc qui nous appelle tous patients, soignants ou aidants et plus encore à être ensemble face à la dénutrition. Alors, quand on dit tous concernés, c'est les patients bien sûr en premier lieu, c'est les soignants bien sûr, mais c'est aussi autour des patients leurs aidants naturels, leurs auxiliaires, et puis il y a tous ceux qui sont derrière le rideau, les industriels, les prestataires, les services de restauration, qui permettent de faire face aux besoins nutritionnels des patients. Il y a des associations qui accompagnent, qui soutiennent ces patients confrontés à la problématique nutritionnelle. Et puis heureusement, en France, nous avons des décideurs, des financeurs qui, il faut bien le dire, facilitent les choses, qu'on est un des pays où le système de santé est le plus favorable pour la prise en charge de la nutrition clinique. Alors, on va balayer un petit peu différents aspects de cette problématique. Alors, le chiffre de 2 millions qui est repris largement depuis quelques années, je pense, est encore, hélas, un peu en dessous de la réalité, puisqu'avec le vieillissement de la population, l'aggravation des maladies chroniques et l'évolution aussi des critères diagnostiques de la dénutrition, on peut penser que prochainement, nous aurons des chiffres encore un peu plus élevés, malheureusement. Donc, l'enjeu est important. L'enjeu est important aussi parce qu'on sait que la dénutrition est le compagnon et la complication de toute une série de maladies, les maladies chroniques, les insuffisances d'organes respiratoires, cardiaques, rénales, hépatiques et autres. Beaucoup de maladies de l'appareil digestif qui retentissent sur notre capacité à nous alimenter et à absorber ce que nous mangeons, les cancers, et puis bien sûr encore d'autres maladies, hélas de plus en plus fréquentes, comme les troubles du comportement alimentaire restrictif, l'anorexie mentale et toutes ces variantes. Et le catalogue malheureusement des maladies qui peuvent se compliquer de dénutrition est long et ne tiendrait pas en une seule diapositive. Alors, on ne va pas faire ici de la science aujourd'hui très poussée sur les mécanismes de la dénutrition, mais il est clair qu'on ne peut pas s'affranchir de cette fameuse balance entre les besoins et les apports, et par définition, la dénutrition résulte des conséquences d'un déséquilibre persistant entre des besoins qui sont relativement augmentés et des apports qui sont relativement diminués. Bien sûr, selon les maladies, ce sera plutôt l'augmentation des besoins qui va peser négativement. Dans d'autres maladies, ça va être surtout la restriction des apports qui va être le principal moteur de la constitution de la dénutrition. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave d'être en déficit à la fin du mois, mais quand c'est chaque mois que notre métabolisme énergétique et protéique est en déficit, les conséquences s'accumulent. Et on sait maintenant que la dénutrition a de multiples conséquences négatives. Elle entraîne une faiblesse musculaire, de la fatigue, des risques de chute, un risque augmenté d'infection, des hospitalisations plus fréquentes et plus longues, des troubles de cicatrisation, et puis souvent une moins bonne tolérance au traitement, plus de complications des traitements médicaux, chirurgicaux, et hélas bien d'autres conséquences négatives. Bref, en résumé, une perte de chance pour le patient. Et donc, il est important de la repérer et d'en faire quelque chose, d'agir pour donner au patient toutes ses chances. Alors, ça veut dire qu'il faut être attentif. Qui peut être attentif? Qui doit être attentif? D'abord, peut-être les patients eux-mêmes. C'est pour ça qu'on aime les sensibiliser. Les soignants, les aidants, chacun va avoir un petit peu l'œil en alerte. Alors, la première façon d'être attentif, bien sûr, c'est de surveiller son poids. Ça paraît une évidence, mais quand on regarde les choses, c'est pas toujours si simple que ça d'avoir un poids de forme ou un poids antérieur à l'épisode de maladie actuelle et d'avoir un poids récent. Donc, enfonçons une porte ouverte. Il faut se peser une fois de temps en temps. Et en cas de maladie, quand on va chez son médecin traitant ou lorsqu'on est hospitalisé, il faut demander à être pesé si par hasard on ne vous le propose pas. Il faut être attentif également à la réduction de la prise alimentaire parce que la réduction de la prise alimentaire est un excellent indicateur de sensibilité au risque de développer rapidement une dénutrition. Il y a des petites échelles graduées comme le CEFI qui permet de dire entre tout va bien, je mange tout et je ne mange rien du tout, donc entre 0 et 10, un petit peu comme pour la douleur, hein, de chiffrer la diminution
de la prise alimentaire. En dessous de 7 sur 10, on commence à s'inquiéter. En dessous de 5 sur 10, il y a vraiment un problème. Et puis les petits signes d'alerte, ça peut être la perte de force musculaire, la difficulté à se lever, on se replie sur soi, on marche moins, on sort moins, éventuellement on a du mal à se lever de sa chaise. Et puis lorsqu'il y a aussi des retentissements psychologiques, des éléments dépressifs, voire une sélection sur certains aliments, une fuite des repas, ça aussi, ce sont bien sûr des indicateurs d'alerte par rapport au risque de développer une nutrition. Et ça peut donner d'ailleurs parfois quelques indications sur la cause. Donc on est tous attentifs à la pesée et à la prise alimentaire. Et ce sont ces deux éléments qui vont être très importants pour faire le diagnostic de dénutrition. Alors là, les diapositives suivantes sont un petit peu plus techniques, elles sont plus destinées peut-être aux professionnels et aux aidants, mais c'est pas si compliqué que ça finalement. La Haute Autorité de Santé a publié en 2019 des recommandations concernant le diagnostic de la dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans et chez l'enfant, et tout récemment, la semaine dernière, des recommandations pour l'adulte de plus de 70 ans. Regardons d'abord les critères en dessous de 70 ans. Eh bien, on distingue la nécessité d'avoir au moins un critère phénotypique, c'est-à-dire de présentation clinique finalement, la perte de poids, par exemple supérieure à 5% en un mois ou 10% en 6 mois, ou une perte importante, au moins 10% par rapport au poids habituel, un indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille au carré, inférieur à 18,5, et maintenant, ça c'est plus récent, donc une évaluation quantitative ou fonctionnelle de la masse musculaire et de la fonction musculaire, on va y revenir. Donc il nous faut au moins un de ces trois critères, mais un seul suffit, et il nous faut au moins un des critères étiologiques, c'est-à-dire reliés à la cause de la dénutrition. Le premier que j'ai mentionné juste avant, c'est la réduction importante de la prise alimentaire, pendant d'au moins plus de 50% et pendant au moins 2 semaines. Ce n'est pas le petit épisode de grippe où on ne mange pas pendant 2 jours, ça dure. Il peut y avoir aussi donc des anomalies de l'absorption digestive, et puis toute situation aiguë d'agression métabolique, de la fièvre, une maladie évolutive, une hospitalisation, une intervention chirurgicale peut représenter un facteur de risque. Donc au moins un de chaque, et on est sûr qu'il y a une dénutrition. Pour évaluer la force ou la fonction, la masse, pardon, ou la fonction musculaire, il existe différentes techniques. Il y a des seuils qui ont été définis, par exemple, pour la force de préhension avec un dynamomètre, on fait serrer sur un petit dispositif spécifique. On a des petits tests de marche, et puis on peut utiliser soit la radiologie, soit l'impédancemétrie, soit une radio particulière qu'on appelle la DEXA pour mesurer en même temps la masse musculaire et la masse osseuse. Tout ceci maintenant est bien codifié avec des seuils de détection, et je vous invite, si vous êtes professionnel de santé, à télécharger sur le site de la SFNCM un petit fascicule qui vous présente comment bien réaliser ces études de la masse et de la fonction musculaire, l'impédancemétrie et la dynamométrie en particulier. Alors toujours en dessous de 70 ans, il faut maintenant grader la sévérité de la dénutrition. Elle va être considérée comme modérée si on a les critères de perte de poids qui sont ici et un IMC entre 17 et 18,5, donc c'est déjà de la dénutrition, clairement, mais elle n'est pas encore trop catastrophique. Et l'albuminémie est déjà abaissée en dessous de 35 grammes. Et à un degré supérieur, la dénutrition sera sévère si le pourcentage de perte de poids dépasse cette fois-ci 15% sur 6 mois ou par rapport au poids habituel, ou si l'IMC est inférieur à 17, ou si l'albumine est inférieure à 30. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je dis ou. Il suffit à nouveau d'un seul critère pour définir le niveau de sévérité de la dénutrition. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait un diagnostic, il ne faut pas en rester là. On va y revenir juste après. Qu'est-ce qu'on fait? Et il va falloir de toute façon surveiller. Si ça va pas trop mal, tant mieux. On va continuer à surveiller, c'est ce qui est en bas, en l'absence de dénutrition. On réévalue le poids, la prise alimentaire, etc. à des fréquences variables en fonction du contexte clinique. Et si la dénutrition est déjà là, on va agir. Mais on va aussi surveiller que l'évolution se fait dans le bon sens et que notre action est efficace avec des critères de réévaluation et de fréquences variables, là encore, selon le contexte. Alors, ça, c'était donc en dessous de 70 ans. Donc, la semaine dernière, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations suite à un groupe de travail faisant intervenir de nombreux experts. Et donc, au-dessus de 70 ans, vous allez retrouver à peu près la même idée, mais avec des seuils un peu différents.
Par exemple, pour les critères phénotypiques, après 70 ans, là, au niveau de la perte de poids, c'est pareil, mais le seuil en dessous duquel il faut s'inquiéter en termes d'IMC, vous voyez, est à 22, parce que la population plus âgée a tendance à avoir une morbimortalité, c'est-à-dire un risque diminué, si elle est, je dirais, plutôt entre 26 et 27 dans ces eaux-là d'IMC. Donc, ça veut dire qu'une perte déjà de 4 ou 5 points d'IMC, ça, c'est un signe d'alerte, c'est un critère de dénutrition. Et là, on va aussi s'intéresser à la confirmation d'une perte de la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Pour ce qui est des critères étiologiques, c'est globalement les mêmes que ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'adulte de moins de 70 ans. Là encore, il faut préciser les choses en termes de sarcopénie, c'est-à-dire de diminution de la masse et de la force musculaire. On a plusieurs tests fonctionnels. Les plus courants, ça va être là encore le dynamomètre avec une pince qu'on serre dans son poignet. C'est assez simple, c'est rapide. Ça peut être le lever de chaise. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Et puis, bien sûr, la réduction de la masse va nécessiter des techniques, par exemple l'impédance-métrie. Pour grader la sévérité de la dénutrition après 70 ans, on retrouve le seuil de plus de 15% de perte de poids ou un IMC plus bas, donc inférieur à 20, et on retrouve l'albumine, cette fois-ci comme critère de sévérité en dessous de 30 grammes par litre. Voilà, donc le rappel de ces critères de diagnostic de la dénutrition après 70 ans. Il faut bien sûr surveiller. Là encore, on a des recommandations sur la fréquence des pesées, l'évaluation de la prise alimentaire, etc. Et que faire en cas d'aggravation. Alors, chez l'enfant et l'adolescent, nous avions donc eu des recommandations publiées il y a maintenant bientôt 2 ans et que je vais juste brièvement passer en revue. Là encore, elles font appel à la perte de poids ou à la diminution de l'IMC par rapport à ce qu'on attend pour l'âge, la taille et le sexe, hein, bien sûr. Là, on est dans un organisme en croissance, donc il n'y a pas une limite fixe. Ou alors, on peut être alerté par la stagnation du poids qui reste franchement en dessous de la zone normale de croissance de l'indice de masse corporelle ou une diminution quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire. Sur le plan étiologique, on a tout à fait les mêmes critères que chez l'adulte. La gradation de la sévérité de la dénutrition chez l'enfant ou l'adolescent se fait là encore avec soit un critère de sévérité de perte de poids plus ou moins importante, ou une localisation de l'indice de masse corporelle de l'enfant ou de l'adolescent plus ou moins en dessous de la zone où il serait attendu par rapport à son âge et à son sexe, ou une stagnation. Et donc, les recommandations ont permis également de diffuser des courbes d'indice de masse corporelle spécifiques aux garçons et aux filles en fonction de leur âge, qui permettent de repérer si on est, je dirais, bien dans la zone moyenne, vous voyez par exemple à gauche pour cette jeune fille de 13-14 ans, ou si on est plutôt dans la dénutrition, ou au contraire dans le surpoids ou l'obésité. Même idée pour les garçons, mais avec des formes de courbes d'IMC un petit peu différentes. De la même façon, les courbes de poids et de taille permettent de repérer si par hasard il y a un décrochage pondéral, vous voyez, quelqu'un qui était bien dans la norme et qui, hop, se met à stagner, ou une cassure également de la courbe de croissance. Tout ça, ce sont des signes d'alerte bien connus des pédiatres et qui doivent légitimement inquiéter un peu les parents. Là encore, nous avons des recommandations pour le suivi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui nous permettent de voir comment évaluer les choses. Et bien sûr, comme chez l'adulte, le diagnostic de dénutrition doit être tracé dans le dossier médical et pris en compte dans le compte-rendu d'hospitalisation, le compte-rendu de consultation. Alors voilà, donc ces outils de diagnostic sont disponibles maintenant, ils sont bien consensuels. Notre comité éducationnel les a mis en forme déjà pour ce qui est de l'adulte de moins de 70 ans et de l'enfant, et très rapidement, nous allons mettre à disposition également un livret équivalent donc pour le plus de 70 ans. Alors le diagnostic étant fait, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est très bien de se mobiliser pour le diagnostic de la dénutrition. Il faut aussi se mobiliser pour éventuellement discuter ce qu'on va faire. Et là, je vais vous demander de vous transporter quelques instants dans un staff presque parfait. Vous savez, vous connaissez l'émission Un dîner presque parfait. Et donc, dans le cadre de notre mobilisation contre la dénutrition au CHU de Rouen, nous avons réalisé il y a quelques mois une petite vidéo pour encourager nos collègues. Et donc, Aurore va nous la mettre en route.
Très bien, allez, on s'installe pour le soir. Bonjour à tous. Bon, alors, quelles sont les nouvelles? Parlez-moi peut-être un peu de l'entrée d'hier soir, Madame Simone, c'est ça? Mais où est Sébastien, l'externe? Ah, Je reviens justement de sa chambre. Madame Simone est rentrée hier soir en 212 pour une altération de l'état général avec un syndrome inflammatoire important. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour sa dénutrition. ah, une dénutrition. Et sur quels critères alors? Oui, ce matin, je l'ai pesée, elle faisait 56 kilos. Alors que son poids habituel était de 63 kilos chez son médecin traitant. Elle mesure 1,55 m, donc je l'ai transmis à l'infirmière. Oui, je viens de le noter dans le dossier, ça fait une perte de poids d'environ 11%, mais l'IMC à 23,3, c'est pas si mal. Oui, mais un seul critère scientifique suffit pour le dépistage de la dénutrition chez l'adulte. Regardez, c'est indiqué dans le livret. Au fait, Madame Simone, elle a quel âge? Parce que si elle a moins de 70 ans, il faut aussi au moins un critère étiologique. Elle a 65 ans et elle est clairement en situation d'agression, monsieur. En plus, elle me dit qu'elle ne mange plus grand-chose. Je pense qu'il faut surveiller sa prise alimentaire. Qu'en penses-tu? C'est sûr, je vais évaluer ses apports alimentaires. Et s'ils sont inférieurs à 50% par rapport à ses apports habituels, la dénutrition ne fait plus aucun doute. Et ça guidera notre stratégie nutritionnelle. Ah, je vois que vous avez tous bien intégré l'algorithme de prise en charge nutritionnelle de la SFNCM. Alors, tenant compte de tout ça, Myriam, qu'est-ce qu'on fait? On est face à une dénutrition sévère. Vu que son tube digestif est fonctionnel, il faut proposer tout de suite une nutrition entérale par sonde nasogastrique. Et en plus de la nutrition entérale, on va proposer une alimentation enrichie, fractionnée et avec une texture adaptée. Et la masse musculaire et la fonction musculaire, ça ne vous intéresse pas? Mais si, ça nous intéresse beaucoup. Simplement là, pour le diagnostic de dénutrition, nous n'avons pas besoin puisque nous avons déjà le critère phénotypique perte de poids supérieure à 10%. Heureusement d'ailleurs, parce que l'IMC était faussement rassurant. Hein. Mais évidemment, quand on n'a pas de critères sur le poids ou l'IMC, il est très important d'avoir quelque chose concernant la fonction musculaire. Ok, on n'en a pas besoin pour le diagnostic, mais c'est un point de repère important. Et puis il va bien falloir la mobiliser pour lutter contre la sarcopénie. Comme on n'a pas de coupe de scanner en L3, ni d'impédance mètre sous la main, je propose une mesure de la vitesse de marche sur 4 mètres. Ça nous servira de valeur de référence. Oui, tu as complètement raison. J'ai remarqué que les patients récupéraient beaucoup mieux quand on associe la renutrition et l'activité physique. Au fait, Myriam, il ne faudra pas oublier de prescrire le phosphore et les micronutriments dès le début de la renutrition. Je sais, Sébastien. Moi aussi, j'ai été bien formée en nutrition. Moi aussi, je vais surveiller la tolérance digestive et dans quelques jours, on recontrôlera le poids et la biologie. Super, de mon côté, je vais suivre l'évolution de ses apports. On en tiendra compte pour adapter la nutrition entérale, n'est-ce pas? C'est sûr. Et moi, je vais tracer dans mon CRH provisoire la comorbidité dénutrition sévère et la prescription de nutrition entérale. Ce sera important pour le codage. Au fait, sa dernière albuminémie était à 28 grammes par litre. Encore un critère qui atteste de la dénutrition sévère. En effet, il faudra la recontrôler d'ici 2 à 3 semaines. Et en attendant, il faudra contrôler le phosphore, le magnésium et le ionogramme sanguin dans 2 à 3 jours pour vérifier que la renutrition se passe bien. Vous êtes vraiment formidables tous. Il faut que tous les patients, comme Madame Simone, puissent bénéficier d'une telle évaluation et prise en charge pluriprofessionnelle. Car la dénutrition, C'est l'affaire de tous. Donc voilà, ce qu'on aimerait, on aimerait que tout se passe toujours comme ça, que ce soit pas que dans les films, n'est-ce pas, que les patients soient pesés, les transmissions faites, qu'on ait l'IMC, les critères de nutrition et qu'on ait cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait face à une dénutrition. Alors heureusement, c'est de plus en plus comme ça parce que les professionnels de santé sont de plus en plus mobilisés autour
des patients, que ce soit à l'hôpital, à domicile, dans les institutions. Les aidants aussi, je crois, sont de plus en plus sensibles à la vigilance par rapport à la façon dont le patient se nourrit et dont on va pouvoir l'aider à augmenter ses apports, essayer de récupérer les auxiliaires. Et puis, nous avons dans les cuisines des hôpitaux, des EHPAD, un peu partout, toute une série d'acteurs, de professionnels de restauration qui sont capables de faire des menus adaptés, des textures adaptées, des enrichissements pour mieux répondre aux besoins. Et nous avons aussi un certain nombre de produits industriels, que ce soit des compléments nutritionnels, des produits de nutrition entérale ou parentérale, qui nous permettent à l'hôpital et à domicile, via des prestataires de soins, de réaliser une prise en charge nutritionnelle satisfaisante. Alors, comment graduer la réponse thérapeutique? Eh bien, on va bien sûr l'adapter en fonction du niveau de sévérité. Si on est à un stade encore un petit peu limite de la normale, un début de dénutrition, juste un ralentissement de la prise alimentaire, mais pas une situation encore trop compromettante, on va s'appuyer surtout sur de l'alimentation adaptée, enrichie, éventuellement des compléments nutritionnels entre les repas. Et puis, on va voir qu'on peut aller jusqu'à la nutrition par sonde ou à la nutrition intraveineuse dans les cas les plus sévères. Alors, une bonne façon de savoir comment s'y retrouver est de suivre cet algorithme qui était présenté dans la petite vidéo. Cet algorithme qui est issu de toutes les recommandations des sociétés savantes au niveau international. Dans le premier cas, comme je disais, si la nutrition est absente ou modérée, qu'on veut simplement prévenir l'aggravation ou rétablir une situation qui n'est pas trop compromise, on va faire appel à de l'alimentation enrichie avec ou sans complément nutritionnel, réévaluer les choses et si tout va bien, ensuite on reviendra vers une alimentation purement classique. Alors c'est bien sûr dans la situation intermédiaire, lorsque la dénutrition est déjà avérée mais modérée, et lorsque le tube digestif est fonctionnel, c'était l'exemple qui était donné dans la petite vidéo pour Madame Simone, qui était rentrée la veille, là on n'attend pas trop, on est déjà dans une dénutrition certaine, modérée mais réelle, et on peut discuter, surtout si elle est à la frontière, là, pardon, Madame Simone, elle était de dénutrition sévère, mais elle a un tube digestif fonctionnel, donc là on ne va pas attendre pour proposer une nutrition entérale, on va voir quelques points de repère. Et puis dans les cas, alors cette nutrition entérale, elle peut se faire lorsqu'elle est de courte durée par des sondes nasogastriques, plus rarement nasogéjunales. Donc ce sont des petites sondes qu'on met en place par voie nasale. C'est vraiment, il faut dédramatiser la sonde de nutrition entérale, hein. C'est simple, c'est fin, ce n'est pas douloureux, c'est facile à mettre en place. On peut la garder sans problème pendant des semaines. C'est pas du tout un geste agressif, hein. Il faut le voir de façon encore plus banale qu'une petite perfusion intraveineuse de glucose. C'est presque moins dangereux qu'une perfusion intraveineuse par certains côtés en termes de tolérance. Et puis lorsque la nutrition doit durer un petit peu plus, à ce moment-là, on peut être amené à mettre en place une gastrostomie, c'est-à-dire à administrer les nutriments directement dans l'estomac. Alors la sonde nasale, elle descend le plus souvent dans l'estomac, plus rarement un peu plus loin dans le jéjunum, et la sonde de gastrostomie va pouvoir être insérée directement à travers la paroi dans l'estomac, alors soit par une technique radiologique, soit par une technique endoscopique. Là encore, ce sont des choses qui sont bien codifiées maintenant, qui se font un peu partout, qui sont simples, avec un risque extrêmement faible et une très bonne tolérance. Et quand ça dure un peu, on peut même remplacer la sonde qui dépasse par un petit bouton ici, qui donc sera encore plus discret lorsque l'alimentation entérale va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors bien sûr, il faut administrer un mélange nutritif de nutrition entérale, donc dans l'intestin, qui va apporter à la fois de l'énergie et tous les différents types de nutriments nécessaires, donc de l'énergie et des protéines, donc des protéines, des lipides ou matières grasses, des glucides, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. Et là, c'est assez simple, ce qu'on a maintenant dans nos pays, donc des produits prêts à l'emploi qui sont extrêmement pratiques, très bien tolérés, qui contiennent un petit peu tout ce qu'il faut et qui, en plus, sont dans des poches faciles à manipuler et donc ont beaucoup facilité la réalisation de la nutrition entérale. Il y a quelques petites précautions à suivre. Bien sûr, d'abord, il faut prescrire, il faut que ce produit soit prescrit par un médecin. Il faut ensuite déterminer si on veut l'administrer plutôt la nuit, plutôt le jour ou en continu. Le plus souvent,
lorsqu'il y a une petite prise alimentaire dans la journée, on va préférer passer le mélange nutritif pendant la nuit, dans une position confortable, mais qui n'a pas besoin d'être assise maintenant, avec surtout si on utilise une petite pompe qui régule le débit. Dans certains cas, si la tolérance digestive est limitée, on va étaler un peu plus la durée de passage. On va aussi passer le mélange pendant la journée. Et c'est évidemment tout à fait compatible avec une vie quasiment normale en fonction de l'état général. On a des patients qui vont travailler avec leur petit sac à dos la nutrition entérale en cours, notamment des enfants, des adolescents par exemple qui ont des boutons de gastrostomie, d'autres qui travaillent dans la journée, se branchent le soir en rentrant à la maison et qui deviennent facilement autonomes pendant un certain temps pour faire cette période de renutrition. Donc voilà, quelques mots rapidement sur la nutrition entérale. Et puis, dans certains cas, lorsque la dénutrition est sévère et si vraiment le tube digestif n'est pas fonctionnel pour différentes raisons, là, heureusement, nous avons la possibilité de recourir à une nutrition parentérale, c'est-à-dire une nutrition qui va être administrée par voie intraveineuse, rarement pour quelques jours, plus souvent sur plusieurs semaines pour être vraiment efficace. Et dans ces cas-là, on va utiliser plutôt une voie veineuse centrale, ce qu'on appelle un cathéter central. Alors, il y a en gros deux types de cathéters centraux. Il y a les cathéters qu'on met dans la veine humérale, qu'on appelle souvent PICC line. Et sinon, il y a des cathéters qu'on met plutôt dans une plus grosse veine et c'est inséré à ce moment-là par voie sous-clavière ou par voie jugulaire. Donc, ce sont des détails techniques importants en fonction de la durée prévisible de la nutrition parentérale. Alors, quelques mots-clés concernant la réalisation de la tout se passe bien, dans l'éducation du patient et bien sûr des professionnels de santé. Là, on n'administre pas des mélanges de macronutriments bruts, ce sont des solutions élémentaires de glucose, d'acides aminés et des émulsions lipidiques qui reproduisent un peu donc glucides, protéines, lipides. Il faut toujours penser à rajouter des électrolytes, des mélanges de vitamines, des éléments traces ou oligoéléments. Et bien sûr, il y a une surveillance particulière que les professionnels connaissent bien. Alors, heureusement, de nos jours, de plus en plus de patients qui ont besoin de nutrition parentérale peuvent la faire à domicile, où tout est organisé. On peut parfois même les éduquer à se brancher eux-mêmes, ou sinon ils vont être assistés d'une infirmière à domicile. Il y a toute une logistique de livraison de poches industrielles ou de poches, je dirais, faites un peu sur mesure, qui permet de réaliser cette nutrition parentérale dans de bonnes conditions pendant des mois, voire des années dans certains cas. On en verra un exemple tout à l'heure. Alors vous avez compris qu'on a besoin de toute la chaîne des intervenants pour que ça se passe bien, un support nutritionnel de façon plus ou moins complexe. Probablement la nutrition parentérale à domicile est la forme la plus complexe d'organisation. L'entérale est un peu plus simple. Parfois même, le patient peut être en autonomie, mais on va donc avoir des médecins, des infirmiers, des diététiciens, des prestataires qui vont se relayer autour du patient pour l'accompagner. Alors, chez l'enfant, je vous ai rappelé tout à l'heure, l'enfant et l'adolescent, les critères diagnostiques de la nutrition. Il y a également des recommandations qui existent sur la prise en charge. C'est un petit peu la même idée, si vous voulez, en fonction de la sévérité de la dénutrition. On va recourir à une renutrition par voie orale ou par voie entérale, et dans un certain nombre de cas, par voie parentérale. Donc, c'est les mêmes principes qui s'appliquent avec des petites différences, bien sûr, d'aspects techniques et des spécificités très particulières sur le niveau des apports qui, évidemment, sont différents selon l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. Alors, voilà, ça c'est un petit peu les étapes donc, de la vigilance, du diagnostic, les grands principes de la prise en charge. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va pouvoir être efficace pour répondre à la dénutrition? Eh bien, je pense que la meilleure façon de s'en donner une idée, c'est de donner la parole finalement à quelques patients qui ont bien voulu témoigner presque quasiment en direct aujourd'hui pour vous. Et on va donc d'abord écouter Anne. Alors, à 17 ans, j'ai été frappée par une anorexie mentale sévère. À l'époque, on n'utilisait pas du tout la nutrition entérale. Et pendant des années, mon état est resté très sévère, je n'arrivais pas du tout à monter la pente. Grâce à la nutrition par son, puis la pose d'une gastrostomie que j'ai toujours,
Et bien sûr, la prise en charge psychologique associée, j'ai pu récupérer un poids presque normal et poursuivre ma carrière professionnelle. Alors, si vous souffrez d'anorexie, n'attendez pas et n'ayez pas peur de la nutrition, c'est vital. Donc ensuite, on va avoir au téléphone Jean-Pierre qui a 73 ans et qui va nous raconter ce qui lui est arrivé en termes de dénutrition. Il y a 4 ans, on m'a trouvé un cancer de l'œsophage. Il a fallu m'enlever le bas de l'œsophage et le haut de l'estomac. À ce moment-là, j'ai perdu 5 kilos et dans l'année qui a suivi, j'ai perdu encore 20 kilos. Heureusement, grâce à la nutrition par sonde et par différents traitements, j'ai récupéré une bonne partie de mon poids et à le maintenir. Maintenant, je vis presque normalement. Voilà, merci Jean-Pierre. Alors on a, je crois, aussi Hervé qui a bien voulu répondre et nous parler de sa dénutrition. Mon histoire nutritionnelle, c'est que, en fait, comme j'ai une lymphémie digestive, comment dirais-je, mon opération était à gauche et on devait me mettre une continuité à droite parce que malheureusement, mon lymphémie digestive, il me reste 2 mètres 10 d'intestin. Mon problème nutritionnel, c'est que quand j'étais à gauche, tous les aliments ressortaient très vite et à droite, c'est beaucoup plus long, ça permet de digérer beaucoup plus. Donc on m'a proposé un produit nutritionnel assez élevé qui m'a permis de reprendre en poids, en aisance de force. Et au jour d'aujourd'hui, mon poids est stabilisé. Quand j'ai eu le professeur Deschlot, j'étais à peu près à 60 kg. Et quand tout le traitement s'est terminé, j'étais à peu près stabilisé à 72-73 kg. En 2 mots, Hervé a eu un gros problème sur l'aorte il y a 4-5 ans. On l'a opéré en urgence, enlevé un bout de l'intestin qui était nécrosé. Il est donc resté pendant plusieurs mois avec un intestin discontinu. Il a été nourri par voie intraveineuse. Ensuite, on a pu reprendre petit à petit par voie orale. On l'a préparé. On a pu remettre en continuité l'intestin. Et alors qu'il avait perdu près de 25 kilos au total, il a récupéré quasiment tout son poids et il le vit maintenant de façon tout à fait stable avec un poids qui se maintient avec uniquement l'alimentation orale. Et nous avons une dernière bulle de témoignage avec Michel, 60 ans. À l'adolescence, j'ai eu un épisode d'anorexie, puis ça s'est passé. Mais mon intestin n'a plus jamais fonctionné normalement. J'ai fait plein d'occlusions, j'ai été opérée plein de fois et on a dû m'enlever progressivement le côlon puis des morceaux d'intestin grêle. Au fil des années, on a fini par trouver que j'avais une POAC, une sorte de paralysie du tube digestif. Quand la nutrition par voie orale ou intestinale n'a plus été possible, on m'a posé un cathéter et maintenant je suis sous nutrition parentérale à domicile depuis 10 ans. Avec un suivi régulier par une équipe spécialisée, je maintiens mon poids et je continue ma petite vie avec ma famille et mes amis. Merci à tous les soignants qui me soutiennent. Merci Michel pour ce témoignage. Alors, pour certains qui se poseraient la question si ce n'est pas la même armoire que dans mon bureau, la réponse est oui, puisque Michel était ce matin dans le service et elle a bien voulu ex abrupto apporter ce témoignage. Merci à nos 4 patients témoins. Alors, je faisais tout à l'heure allusion à l'importance aussi du soutien par les proches, bien sûr, mais aussi par les associations. Je vous encourage à visiter le site de l'association La Vie par un fil, qui est partenaire donc de la SFNCM et qui accompagne des enfants, des adultes en nutrition parentérale, mais aussi en nutrition entérale. Il y a beaucoup de documentation très intéressante, très bien faite sur ce site. Il y a d'autres associations qui soutiennent des patients, associations de gastrostomisés, associations de patients souffrant de troubles du comportement alimentaire. Hélas, les catégories diagnostiques ne manquent pas, comme je vous le disais en introduction, où il y a besoin d'un support nutritionnel et donc tous les soutiens, bien sûr, sont les bienvenus. Alors, il faut aussi sensibiliser le grand public. C'est pour ça que la SFNCM, depuis de nombreuses années, lance des campagnes
sur cette sensibilisation à la dénutrition. Vous avez ici quelques exemples d'affiches d'alerte qu'on peut apposer dans les lieux associatifs, dans les cabinets médicaux, ici et là. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez en avoir, à contacter donc notre agence de communication via le site de la SFNCM, parce que là, plus tôt on agit, plus tôt est fait le diagnostic, meilleur sera le pronostic. Donc, pour conclure, je pense que avec ces quelques éléments, j'espère que vous serez tous bien convaincus de la nécessité de se mobiliser contre la dénutrition, qu'on soit patient, soignant, aidant, sans oublier donc ceux qui nous fournissent les produits et qui les dispensent à domicile, les associations, les décideurs, les financeurs. Et pour vous aider dans ce combat partagé contre la dénutrition, je vous encourage bien sûr à continuer à suivre toute cette semaine les actions de la semaine de la dénutrition qui sont organisées et coordonnées par le collectif de lutte contre la dénutrition un peu partout en France. Vous trouverez toutes les informations sur le site du collectif. Et au-delà de cette semaine, puisque malheureusement il y a 52 semaines dans l'année et les 51 autres semaines, il faut aussi se soucier de la dénutrition. N'hésitez pas à visiter notre site de professionnels si vous êtes un professionnel de santé ou le site grand public si vous êtes plutôt patient, aidant, association, etc. Et puis maintenant, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Ensemble face à la dénutrition. Donc, n'hésitez pas à suivre nos posts et à les faire connaître autour de vous. Et nous avons maintenant du temps pour répondre à vos questions. Merci. Alors, merci Aurore. Pierre. Oui, donc quelques questions sont déjà arrivées. Alors, il y en a deux qui se rejoignent sur le syndrome de renutrition. Visiblement, des personnes qui soit en ont été victimes, soit estiment qu'il n'est pas assez connu des services. Alors, le syndrome de renutrition, voilà, oui, le syndrome de renutrition inapproprié ou plutôt inadéquate, il faudrait dire. Aurore, il y a un retour, le son tourne là, je ne sais pas ce qui se passe, mais attention, il y a un phénomène de réentrée. Non, c'est bon, voilà. Donc, le syndrome de renutrition, c'est la conséquence d'une réponse métabolique un peu désordonnée de l'organisme lorsqu'on commence une renutrition et qui aboutit à des désordres, baisse du phosphore, du potassium et éventuellement des anomalies cliniques plus sévères. Donc ça peut être grave, simplement il faut le prévenir. La bonne façon de le prévenir, c'est d'administrer systématiquement des vitamines, des oligo-éléments et du phosphore en quantité suffisante, des électrolytes en début de renutrition, d'adapter ces apports et puis de faire la renutrition de façon progressive. Quand on fait ça, tout se passe bien. Donc, souvent, lorsqu'il y a un centre de renutrition inapproprié, c'est que la renutrition n'a pas été bien faite, malheureusement, et qu'il y a eu des oublis dans les supplémentations. Il y a vraiment une chambre d'écho très désagréable. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais… Ah oui, je ne sais pas pourquoi. J'entends pas, moi, chez moi, le son est très bon. Ah bah, ça doit être mon casque, donc c'est pas grave. Alors, une question sur les troubles de la déglutition. Est-ce qu'il y a des contre-indications de nutrition entérale avec des troubles de la déglutition? Alors, en général, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt les troubles de déglutition qui vont justifier de recourir à une nutrition entérale en limitant ou parfois même en supprimant la prise alimentaire orale pour éviter que les aliments partent dans les voies respiratoires. Et donc, si les troubles de déglutition sont temporaires, par exemple après un accident vasculaire cérébral, souvent on va utiliser d'abord une sonde nasogastrique pendant quelques semaines. Et puis si malheureusement au bout d'1 ou 2, 3 mois, les troubles de déglutition n'ont pas disparu, on peut craindre qu'ils restent comme séquelles. Et dans ce cas-là, on va aller vers une gastrostomie pour le meilleur confort du patient. Alors, pour les résidents qui vivent en EHPAD, une personne qui dit que finalement la nutrition par sonde est très peu utilisée pour ces personnes, que les compléments nutritionnels oraux sont mal pris, qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui vivent en EHPAD et qui sont dénutries? Je dirais, il n'y a pas de règle générale, il y a vraiment à faire en fonction de la situation clinique de chaque patient.
il faut bien admettre que quand on arrive à un âge très avancé, avec différentes maladies, et surtout s'il y a une maladie neurodégénérative de type Alzheimer, la dénutrition sera inexorable et fera partie de l'aggravation générale du patient. Et dans ce cas-là, on sait qu'il n'y a pas non plus de bénéfice à faire, je dirais, de l'acharnement nutritionnel et qu'il est souvent dans ces cas-là pas raisonnable de mettre une sonde parce qu'on peut avoir plus d'inconvénients et de complications que de bénéfices. Par contre, on peut être relativement jeune, si je puis dire, en EHPAD à 70-75 ans, avoir un incident de parcours qui fait perdre brutalement du poids à l'occasion d'une chute, d'une infection, d'une opération, etc. Dans ce cas-là, il faut remonter la pente et il peut y avoir tout à fait une indication à la nutrition entérale. Donc c'est vraiment un peu au cas par cas, en fonction de l'âge, de l'état clinique général, du pronostic global et aussi du comportement. C'est-à-dire que si un patient est un peu confus, agité, on va éviter les nutritions par sonde qui ont un risque plus important. Mais d'une manière générale, on sait qu'en EHPAD, effectivement, on va avoir beaucoup plus de dénutris que chez des personnes de 50 ans. Mais ça fait partie du vieillissement, quelque part, à un certain moment. Et ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre tout le monde sous nutrition entérale. La difficulté, c'est de bien sélectionner les patients chez qui on va vraiment bénéficier d'une intervention nutritionnelle plus active. Merci. Comment se passe la prise en charge lorsque un patient refuse de s'alimenter? Alors, la notion de refus de s'alimenter doit être analysée. En gros, on va peut-être distinguer un cas bien particulier qui est celui des troubles du comportement alimentaire restrictif, donc l'anorexie mentale et toutes ses variantes. Dans ce cas-là, le terme de refus alimentaire est d'ailleurs peut-être pas le plus adapté. On va plutôt parler d'incapacité à s'alimenter ou de peur de s'alimenter. Mais en pratique, ce jeune ou cette jeune patiente, le plus souvent, n'arrive pas à s'alimenter parce qu'elle a peur de grossir. Donc là, ça ouvre tout un chapitre spécifique sur comment gérer la renutrition dans l'anorexie mentale. En facilitant les choses, rééducation alimentaire, nutrition par sonde, psychothérapie, tout ça va être fonction de la sévérité et du contexte. Après, il y a aussi le refus alimentaire, c'est peut-être à ça que faisait allusion la question, de certaines personnes très âgées qui finalement ont plus tellement envie de se battre, qui sont fatigués, dépressifs et qui éventuellement vont effectivement ne plus avoir envie qu'on les force à manger. Et ça, fait partie des situations qu'il faut analyser, gérer avec une réflexion avec le patient s'il est en état de s'exprimer, avec la famille, le médecin traitant, les aidants, etc. Ça peut être une sorte de consensus d'accepter qu'à un certain moment, un patient très âgé ne veut plus s'alimenter parce qu'il sent que sa fin de vie est proche. Voilà, donc c'est un peu les deux extrêmes, je dirais, aux deux âges extrêmes. Et puis entre les deux, chez l'adulte, il faut bien analyser si c'est vraiment un refus ou c'est plutôt une peur de manger parce que ça déclenche des douleurs abdominales, par exemple, ou si parce que ça coince, parce que ce qu'on appelle une dysphagie. Et dans ce cas-là, il faut essayer de comprendre pourquoi le patient a du mal à s'alimenter. Voilà. Chez l'enfant, on a aussi des néophobies alimentaires, c'est encore un cadre un petit peu différent. Merci. Alors, sur la place des médecines parallèles ou complémentaires, est-ce que l'aromathérapie peut avoir sa place en complément d'une prise en charge en cas de dénutrition ou en prévention? Alors, clairement, non. L'aromathérapie, si tant est que ce soit vraiment une thérapie, disons que ça peut être considéré comme un soin complémentaire dans certains cas, mais il n'y a aucune preuve d'efficacité de l'aromathérapie. Et priver un patient dénutri d'une technique efficace de renutrition telle que je les ai présentées au profit d'un espoir non fondé sur l'aromathérapie, je trouve que ce ne serait pas du tout adapté, voire malhonnête. Merci. Est-ce que la nutrition parentérale a des effets secondaires chez les patients? Parentérale. Parentérale, oui, tout à fait. Donc par voie intraveineuse. Alors, bien sûr, toute technique efficace peut comporter quelques risques, hein, mais comme vous avez bien compris, la nutrition parentérale, donc par voie intraveineuse, le plus souvent sur une grosse veine centrale avec un cathéter central,
va être réservé à une fraction de patients chez qui on ne peut vraiment pas faire autrement, hein. C'est-à-dire que quand le tube digestif ne fonctionne pas durablement ou temporairement, et lorsqu'il y a une dénutrition, il faut bien nourrir la personne, sinon elle va mourir de dénutrition. Donc dans ce cas-là, heureusement, aujourd'hui, on peut dire qu'on a des techniques de nutrition parentérale qui sont extrêmement sécurisées. Les poses de cathéter sont bien codifiées, les opérateurs sont formés, les soins de cathéter pour prévenir les infections, qui est le risque principal, sont bien codifiés aussi. On a des petites solutions antiseptiques qui permettent, comme la taurolidine, qui permettent d'éviter le risque de réinfection s'il y a déjà eu une infection de cathé. Et puis, il y a toute une série de précautions qui permettent d'éviter les autres complications, je dirais, liées directement au cathéter. Après, bien sûr, il peut y avoir, dans certains cas, des complications ou en tout cas des complexités qui sont liées à la réponse de l'hôte, de l'organisme sur le plan métabolique. C'est-à-dire qu'il faut évidemment un savoir-faire dans la prescription de la nutrition parentérale. Il ne faut pas trop charger la barque. Si on fait de la surnutrition, il peut y avoir des difficultés au niveau du foie, certains dosages de graisse dans le sang qui augmentent, du diabète éventuellement, induit par l'excès d'apport glucidique. Donc il faut rester dans les fourchettes de recommandations en termes d'apport. Il faut quand même en mettre suffisamment parce que si on est trop bas, ça ne sert à rien, on n'est pas efficace dans la renutrition. Et je dirais la précaution principale, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment autour des micronutriments. Toute poche de nutrition parentérale doit comporter systématiquement au quotidien l'ajout d'un mélange de multivitamines, d'un mélange d'oligo-éléments ou éléments traces et d'une supplémentation en sodium, potassium, phosphore, magnésium, calcium, etc., qui soit personnalisée, qui soit adaptée au contrôle successif chez le patient. Moyennant quoi, quand on fait bien les choses avec une équipe formée, le risque est quand même très faible et le bénéfice, ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, hein, la balance bénéfice-risque pour un individu donné, normalement, est très favorable. Évidemment, il ne faut pas faire une parentérale pour 3 jours comme ça pour voir, alors que ce n'est pas justifié, parce que là, on prend beaucoup de risques pour peu de bénéfices. Alors, il y a une question toujours sur la nutrition parentérale, mais qu'en est-il du microbiote intestinal dans ce cas-là? C'est une très bonne question pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de réponses, hein, disons-le. Il y a eu très peu d'études pour l'instant chez l'homme concernant l'évolution du microbiote intestinal lorsqu'on nourrit par voie intraveineuse pendant des mois, voire des années. On a quelques études chez l'animal, on a voilà, on ne sait pas grand-chose, hein, honnêtement. C'est clair que notre microbiote intestinal, on en a besoin, il fait partie de notre vie, il est utile. Et s'il n'est pas nourri du tout pendant des années parce qu'il n'y a pas d'alimentation orale, il est sans doute très différent, on va dire ça comme ça. Est-ce que ces différences ont une conséquence négative? Je crois que personne aujourd'hui ne peut le dire. Et de toute façon, les situations de nutrition parentérale très prolongées, je dirais de toute façon, elles sont vitales, hein. Ça correspond par exemple, si on prend l'exemple de Michel tout à l'heure, dans les pseudo-obstructions intestinales chroniques, lorsqu'il n'y a plus d'intestin grêle du tout, dans des blocages persistants digestifs, c'est la nutrition parentérale durable, voire définitive, et qui sauve des vies. Et donc, je pense que ça compense largement peut-être quelques inconvénients sur le microbiote dont actuellement on ne sait pas dire s'ils sont vraiment importants ou pas. D'accord. Quels peuvent être les arguments forts pour faire comprendre à un médecin qu'en cas de dénutrition avec diabète, c'est la dénutrition qui prime, si on peut dire, et qu'une alimentation sans sucre n'est pas essentielle, voire pas recommandée dans ce contexte? Alors, ça, c'est un point très important. Effectivement, il y a la problématique, je dirais, au long cours, d'optimiser le contrôle du diabète, ça, tout le monde est d'accord. Et il y a la problématique à court terme de passer un cap difficile de dénutrition. Et si on ne fait rien, tout va s'aggraver, hein, pas seulement le diabète, mais tout le reste. Donc, évidemment, lorsqu'il y a un épisode aigu de dénutrition chez quelqu'un qui, par ailleurs, a un diabète, en général, la cause de la dénutrition est souvent aussi une cause de déséquilibre du diabète. Mais si on veut que le patient ait une chance de remonter la pente, il va falloir le renourrir, je dirais un peu comme tout le monde, hein. Il ne faut pas qu'il soit privé d'une renutrition, mais il va falloir
adapter le contrôle du diabète. C'est-à-dire que forcément, les produits de nutrition, que ce soit oral, les compléments oraux, la nutrition entérale ou la nutrition parentérale, on augmente les apports en glucides. Donc forcément, ça a tendance à faire monter le taux de sucre dans le sang, c'est logique, surtout chez quelqu'un qui est diabétique, qui n'arrive pas bien à l'assimiler. Donc dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut renourrir et il faut adapter le traitement du diabète. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les traitements. Parfois, dans certains cas, on est obligé de passer temporairement à l'insuline pour passer un cap. Et renutrition plus insuline, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour refaire du muscle, pour refaire aussi un peu de graisse, il en faut aussi, et pour permettre de récupérer sur le plan fonctionnel. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat court terme, c'est de lutter contre la dénutrition et on gère le diabète. Évidemment, après, il y a un travail au long cours aussi sur le diabète. Merci. Est-ce qu'il y a un questionnaire de dépistage de la dénutrition que vous recommandez en particulier en EHPAD? Alors, il n'y a pas de questionnaire spécifique EHPAD, mais par contre, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc les recos qui viennent de sortir de la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic de la dénutrition après 70 ans s'applique particulièrement dans le domaine des EHPAD et on va retomber sur essayer d'avoir une variation de poids. Est-ce qu'il y a un indicateur d'une diminution de la masse et ou de la fonction musculaire? Ça, c'est des choses qu'on peut faire en EHPAD. Hein. Par exemple, se procurer une poignée de dynamométrie pour mesurer la force de contraction, ça c'est quelque chose qui est relativement simple et peu coûteux. Faire se lever 5 fois et voir le temps que met le patient ou faire marcher 4 mètres dans un couloir, ça c'est des tests de dépistage de perte de fonction musculaire qui sont relativement simples. Et sur les critères étiologiques, la perte d'appétit, hein, la diminution de la prise alimentaire, tout ça, on peut aussi le chiffrer. Si la moitié du plateau repart, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà, donc éventuellement un dosage d'albumine qui est un bon indicateur de sévérité de la dénutrition, mais qui n'est plus un critère diagnostique maintenant, peut être intéressant aussi. Et quand on met bout à bout ces différents éléments, on peut faire assez simplement un diagnostic de dénutrition, je dirais même en EHPAD. Le problème, c'est peut-être plus la limitation malheureusement du temps de soignants, de médecins, mais ça, c'est un problème plus général. Lors de démence, est-ce que la nutrition entérale est contre-indiquée? Alors, d'une manière générale, oui. D'une manière générale, oui, on considère que devant une démence déjà installée, on sait maintenant qu'on ne renversera pas malheureusement l'évolution en renourrissant le patient dément qui est souvent dénutri, et on sait que la technique par elle-même expose à plus de complications sur ce terrain-là, et donc il vaut mieux s'abstenir que de nuire. Merci. Une question il y a beaucoup de questions, donc on va malheureusement pas pouvoir toutes les traiter. Moi j'ai le temps, hein. on peut déborder un peu au-delà de 14 heures avec ceux qui veulent. Alors, la dénutrition chez les personnes obèses est mal connue. Peut-on utiliser ces critères pour la diagnostiquer, donc les critères de l'HAS, et comment traiter ces patients? Alors, oui, bien sûr. Donc, la dénutrition aiguë chez un patient obèse, c'est un énorme problème. Parce que dans ce cas-là, on cumule le risque de complications liées à l'obésité avec le risque de complications liées à la dénutrition. En plus, ça ne se voit pas ou ça se voit moins bien, on va dire. Une fonte musculaire chez quelqu'un qui au départ est obèse va moins se voir cliniquement. Par contre, elle se repère dans la perte de fonction musculaire assez bien, donc soit le hand grip, soit la marche, etc. Et puis, les critères sont les mêmes. Simplement, le critère d'IMC, lui, est en défaut, puisque comme en général on part de 32, 35, 38 d'indice de masse corporelle, on ne va pas attendre d'être en dessous de 20, en dessous de 18,5 chez l'adulte ou en dessous de 22 après 70 ans pour se dire il y a peut-être une dénutrition. Donc c'est le critère pourcentage de perte de poids qui là est vraiment extrêmement important. Une perte de poids rapide et involontaire chez un patient obèse, c'est vraiment un signe d'alerte extrêmement préoccupant et il faut s'en occuper. Donc les critères sont les mêmes, hormis le seuil d'IMC qui n'a pas de sens. Et alors, justement,
Doit-on toujours prendre en compte l'IMC chez des patients qui, à l'inverse, sont constitutionnellement minces? Alors, vous avez remarqué que dans les critères, excusez-moi, il y a l'hélicoptère de l'hôpital qui passe, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Donc, dans les Non, ça va. critères phénotypiques, donc mesurables, hein, de la dénutrition, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si l'IMC d'habitude est à 17-18, bon, bah, c'est comme ça. Par contre, s'il y a une perte de poids de plus de 5% en 3 mois ou de plus de 10% en 6 mois, ou s'il y a une atteinte mesurable de la masse ou de la fonction musculaire, à ce moment-là, on va être quand même en droit de suspecter une dénutrition qui s'ajoute à le fait d'être constitutionnellement mince. Mais attention quand même, restons prudents avec cette histoire de minceur constitutionnelle. Ça existe probablement, c'est finalement, mais ça doit rester un diagnostic d'élimination. Toute perte de poids récente ou toute maigreur importante ou dénutrition chez quelqu'un, il faut d'abord s'acharner à trouver une cause, hein, une maladie organique ou un trouble du comportement alimentaire. Alors, il y a pas mal de questions sur les critères, hein, de dénutrition, notamment une personne qui demande est-ce que le MNA est toujours d'actualité? Donc, Alors, le MNA est expliquer. arrangé, je dirais, au musée de la médecine. On peut dire les choses comme ça, puisque le MNA a eu son heure de gloire il y a 20 ou 30 ans. Il a été intéressant conceptuellement parce qu'il a favorisé une prise de conscience dans le milieu gériatrique, mais il n'a pas été retenu dans cette actualisation. Non pas qu'il n'est pas valable, mais c'est simplement en pratique, il y prend beaucoup trop de temps, il n'apporte rien de plus que les critères qui ont été retenus et qui sont plus simples à collecter. Le MNA qui était un questionnaire de Voilà, dépistage. le Mini Nutritional Assessment, qui était un questionnaire avec alors une forme longue, une forme courte, mais même la forme courte était déjà relativement longue, qui servait donc, qui avait été développé surtout en milieu gériatrique. Et voilà, donc on ne le garde pas pour l'avenir. Et toujours sur les critères, on parle de est-ce qu'on parle toujours de préalbumine? Est-ce qu'elle est intéressante? Alors, la préalbumine s'appelle depuis quelques années transthyrétine. Ça, c'est les biochimistes qui ont changé le nom de la protéine, mais c'est toujours la même, hein. Elle reste un peu intéressante plutôt pour le suivi, mais elle ne fait pas partie des critères diagnostiques de la dénutrition. Merci. J'essaye de sélectionner des questions parce qu'il y en a sur la préalbumine, sur l'albumine. Alors, sur l'albumine, donc, ça reste, comme vous l'avez compris, un marqueur très utile de la sévérité de la dénutrition, avec des seuils un peu plus, donc un peu différents chez l'adulte et la personne âgée, mais ce n'est plus un critère diagnostique. Jusqu'à présent, on pouvait utiliser l'albuminémie inférieure à 30 grammes comme critère diagnostique de dénutrition chez la personne de plus de 70 ans. Maintenant, ce n'est utilisé que comme critère de sévérité. Mais par contre, à tout âge, il faut le dire, ça reste, l'albumine basse dans le sang reste un critère pronostique extrêmement puissant. À tout âge, si on a une albumine à 20 grammes par litre au lieu de 40, c'est pas très bon signe. C'est un critère de gravité, de risque accru de complications, notamment opératoires si on doit aller en chirurgie ou en réanimation, avoir une albumine à 18-20 grammes, c'est un critère de gravité, si vous voulez, hein. Que penser des chirurgies bariatriques? Donc pour les personnes obèses, donc il y a une perte de poids conséquente et volontaire, mais est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de dénutrition? Alors oui, oui, en fait, la chirurgie bariatrique est une dénutrition programmée, si vous voulez. Et on souhaite que la personne obèse perde de l'excès de poids. Et malheureusement, actuellement, quand on perd de l'excès de poids assez rapidement après une chirurgie bariatrique, le risque est fort de perdre non seulement de la masse grasse, mais aussi du muscle. On a du mal à malheureusement perdre de façon spécifique la masse grasse. La seule façon qu'on a d'améliorer la proportion plus favorable de masse grasse perdue et de masse maigre relativement épargnée, c'est l'activité physique assez intense, hein, et ça, tous les patients ne sont pas en capacité de le faire. Et puis, c'est aussi éventuellement resupplémenter en protéines. Ça ne fait pas des miracles, mais ça aide un petit peu. Et c'est éventuellement surtout de ne pas perdre trop vite.
hein. Parce que quand on perd vite, on a plus tendance à perdre de la masse musculaire, malheureusement. C'est comme ça. Donc, c'est quand même de la dénutrition et effectivement, le critère de pourcentage de perte de poids, il est là. Simplement, on a une cause, là pour le coup, sur le plan étiologique, on est un petit peu frontière, c'est-à-dire qu'il y a une cause, mais qui est une cause voulue. Donc, on va dire que c'est de la dénutrition contrôlée, qu'on essaie de contrôler. Néanmoins, malheureusement, on a quand même une fraction, hélas, importante de patients dans les suites de chirurgie bariatrique qui développent des carences. Alors, c'est pas tout à fait de la dénutrition globale protéino-énergétique, hein, donc c'est pour ça que je prends des nuances dans les termes, mais on peut avoir des carences spécifiques. Par exemple, des carences en fer, des carences en vitamine B9, acide folique, et puis souvent donc un déficit important dans l'apport de protéines, parce qu'il faut bien reconnaître que dans les 2-3 mois qui suivent une chirurgie bariatrique, quelle que soit la technique, la prise alimentaire de protéines est généralement très faible, et donc actuellement il y a de plus en plus de pratiques qui ne sont pas encore systématiques, mais de resupplémenter en protéines. On ne sait pas encore très bien exactement comment, à quelle dose, etc. Mais c'est un sujet actuellement de recherche pour améliorer, pour, je dirais, garder le bon côté de la perte de poids sans avoir les mauvais côtés d'une dénutrition au sens strict. D'accord. Alors, ce que je vous propose, parce que si des personnes doivent nous quitter parce qu'elles ont un rendez-vous à 14 h, c'est de passer tout de suite aux petites questions de sondage. Faisons les petites questions du sondage et on reviendra aux questions-réponses après avec ceux qui veulent appuyer sur le bouton encore. Voilà. Donc, êtes-vous patient ou patiente concerné par la dénutrition, ou une proche ou un aidant ou un professionnel de santé? D'accord, donc je ferme cette première question. Deuxième question, si vous êtes un professionnel de santé, quelle est votre profession? Alors, pendant que vous répondez, je signale que vous avez peut-être remarqué, on a eu malheureusement des problèmes de bande passante à certains moments. Pour le replay, on pourra avoir une qualité de son bien meilleure. Tout à fait. Nous ferons un petit montage plus fluide. Donc, êtes-vous adhérent de la société? Et la dernière question, ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Voilà, je vous laisse poursuivre. Voilà, merci en tout cas d'avoir été là et on peut continuer la discussion encore, disons, une dizaine de minutes. Voilà. D'accord. Alors, quid de l'indication d'une nutrition parentérale chez un patient qui est insuffisant hépatique ou ictérique? Alors, ça va être des situations tout à fait exceptionnelles, hein. Ça va être éventuellement des suites opératoires compliquées. En général, on va être quand même très prudent sur ce terrain-là. On va être amené à de réduire un peu les apports. Et donc, il faut vraiment être sûr qu'on ait besoin d'une nutrition parentérale dans ce genre de situation. Alors après, on peut être ictérique pour différentes raisons. Si c'est une insuffisance hépatique ou si c'est une compression des voies biliaires, évidemment la situation est bien différente. Donc probablement il y aura très peu d'indications de la nutrition parentérale dans ce genre de situation. D'accord. Alors, toute autre chose. Y a-t-il un risque de fausse route à la pose d'une sonde nasogastrique donc chez un patient dysphagique? Alors, généralement non, hein, parce que les fausses routes se font plutôt avec le liquide ou avec les bouchées alimentaires. La sonde, elle a quand même l'avantage, elle est posée avec un fil guide, ce qui lui donne un peu de tonus, donc elle est dirigée et en général, on passe 95 fois sur 100, on passe du bon côté. Alors, si malheureusement le patient se met à respirer, s'il n'y a pas une bonne synchronisation entre la poussée de la sonde et la glotte qui s'ouvre,
ponctuellement, il peut arriver que la sonde aille plutôt sur les voies respiratoires, mais dans ce cas-là, on s'en aperçoit tout de suite, hein, et le patient tousse un peu et on n'insiste pas et on reprend la position. Et de toute façon, on fait un contrôle de la bonne position avec une radio après. D'accord. Sur la CRP, pour les plus de 70 ans, est-ce qu'il faut toujours tenir compte de la CRP? Alors, la CRP n'intervient pas dans l'évaluation diagnostique de la dénutrition. On s'y intéressait un peu avant lorsqu'on avait l'albumine comme critère diagnostique après 70 ans. Là, l'albumine n'est plus un critère diagnostic. Bien sûr, la CRP garde un intérêt pour repérer un syndrome inflammatoire et sa sévérité, on le sait, impacte négativement le risque de développer une dénutrition, peut majorer la baisse de l'albumine au-delà de sa valeur nutritionnelle, mais voilà, c'est avec des objectifs différents. La CRP ne fait plus partie, n'a jamais vraiment fait partie, mais ne fait plus du tout partie de la panoplie diagnostique de la dénutrition. Pardon, j'avais coupé mon son. Alors, comment gérer la dénutrition et la sarcopénie chez les patients sous corticoïdes oraux ou en inhalation? Alors, ça, c'est une question un peu compliquée. On va dire que ça va dépendre de la durée de la corticothérapie. Mais je crois comprendre dans la question que c'est plutôt une corticothérapie au long cours, c'est-à-dire prolongée. Alors, honnêtement, par voie inhalée, il y a une petite résorption du médicament. On considère que les effets sur le muscle en périphérie sont quand même modestes. Le vrai problème, effectivement, c'est la corticothérapie par voie orale prolongée. Alors, souvent, quand elle est prolongée, c'est des petites doses, du 5, 10, 15 mg. Mais avant d'avoir été à petite dose, en général, elle a été à forte dose. On a en plus une maladie inflammatoire qui justifie les corticothérapies. Donc, on a deux mécanismes qui s'ajoutent pour favoriser la fonte de la masse musculaire. Et le troisième, fréquemment associé, c'est la sédentarité, malheureusement. Donc, une fois qu'on a dit ça, on est bien embêté et la seule vraie réponse qu'on ait actuellement, c'est l'activité physique. C'est d'essayer d'entretenir autant qu'il est possible une activité physique adaptée en fonction des possibilités du patient et puis de maintenir des apports nutritionnels suffisants, même s'il y a un hypercatabolisme, c'est-à-dire une destruction exagérée des protéines musculaires dans ce contexte-là. On va essayer de compenser par de la synthèse protéique et de l'activité physique, mais c'est un combat qui n'est pas facile. Est-ce que les végétariens sont plus à risque de dénutrition que les autres? Alors, j'imagine que la personne entend par végétarien sans viande, poisson, œufs et peut-être même produits laitiers. Alors, le végétarisme classique, je dirais, qui inclut quand même effectivement un certain nombre de produits laitiers, par certains même le poisson, on peut vivre bien, plutôt mince en général, mais assez bien et sans risque spécifique de dénutrition du fait du régime végétarien chez un adulte en bonne santé. J'entends, on ne parle pas de l'enfant, voilà. On ne parle pas non plus du senior parce qu'après 70 ans, les besoins protéiques sont tellement augmentés qu'il est quand même très difficile, pas impossible, mais très difficile et probablement assez coûteux de couvrir bien ces apports protéiques avec un régime végétarien chez un sujet âgé. Donc, chez l'adulte qui allait bien avec un régime végétarien, s'il y a un pépin et une dénutrition aiguë, il est clair qu'il va falloir remonter la pente. Or, on sait bien que la densité en protéines globalement de la plupart des sources du régime végétarien est quand même plus faible que les sources animales. Donc, c'est pas impossible, mais c'est un peu plus difficile. Et donc, il ne faut pas se priver dans ces cas-là quand même de supplémentation calorique et protéique avec des produits compatibles avec le choix du végétarisme et il en existe maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a des micronutriments particuliers à surveiller chez la personne âgée dénutrie? Alors, chez tous les dénutris, dans les micronutriments, il y a des vigilances particulières.
à court terme sur certaines vitamines dont les stocks s'effondrent très vite. Hein. La plus importante, c'est sans doute la vitamine B1 ou thiamine, parce que c'est une vitamine essentielle pour le métabolisme de l'énergie dans l'organisme. Et on parlait tout à l'heure dans la discussion de syndrome de renutrition inappropriée. C'est une vitamine critique. Hein. Et effectivement, si on n'y prend pas garde, qu'on redonne beaucoup de glucose à quelqu'un d'un peu âgé, d'un peu dénutri, qui souvent n'a pas beaucoup de réserves en B1, on peut être vite en carence de B1 et ça peut être très grave. La vitamine B9, acide folique, il faut également la surveiller, mais je dirais la baisse des stocks est un petit peu moins rapide. Elle va se jouer en quelques semaines. Puis la vitamine B12, c'est plutôt quelques mois, donc on a de la marge, si on peut dire. Au niveau d'autres micronutriments, surtout chez le sujet âgé, on va être vigilant sur le zinc et le sélénium, parce que ce sont deux oligoéléments qui ont un rôle important dans les défenses immunitaires et dans la cicatrisation. Donc, quelqu'un d'un peu âgé, dénutri, qui a éventuellement des ulcères de jambes, des escarres, etc., là, on peut vite être rapidement carencé en zinc et en cuivre. Et donc, on a des compléments nutritionnels qui sont un petit peu plus dosés dans certains de ces micronutriments. Et de temps en temps, on peut être amené à en rajouter encore, en séparé, en plus de la renutrition globale. Très bien. Peut-être la dernière question. Peut-on sortir de la spirale de la dénutrition sans reprise de poids? Ah, alors ça sous-entend qu'au départ, il y avait un excès de poids, si j'entends le sens de la question. Alors effectivement, il y a chez les personnes qui ont eu un passé d'hyperphagie, donc de troubles du comportement alimentaire compulsif, qui éventuellement avaient pris beaucoup de poids, qui à un moment ou à un autre peut-être sont passés par la case chirurgie bariatrique, ça arrive. Alors ça peut être bien si l'hyperphagie était bien stabilisée, c'est pas très souhaitable si l'hyperphagie est encore active, mais ça c'est un autre débat. Et qui éventuellement perdent beaucoup de poids, parfois en perdent trop parce qu'ils sont passés plutôt en phase quasiment anorexique, en phase restrictive. Quand on veut les renourrir, ils se disent « Ouh là là, mais j'ai peur que ça reparte de l'autre côté hein, », avec des phénomènes d'amplitude importante de poids. Donc ça, on est dans des situations un petit peu particulières. Ça nécessite certainement un accompagnement, une analyse du comportement alimentaire et une prise en charge par une équipe spécialisée, parce qu'effectivement, ni la dénutrition, ni la reprise d'excès de poids ne sont souhaitables. Voilà, là on est probablement dans une problématique intriquée, dénutrition aiguë, antécédent de troubles du comportement alimentaire, donc c'est un cas bien particulier. Alors, est-ce qu'il existe, parce que les questions continuent d'arriver, alors écoute, ça va, on peut prendre encore 5 minutes. Hein, encore 5 minutes. Oui, oui. Des outils ou des questionnaires pour finalement les pharmaciens d'officine qui ont un rôle aussi assez stratégique dans le dépistage de la dénutrition. Alors, effectivement, on compte bien sur nos confrères pharmaciens à l'officine pour être vigilants sur la dénutrition. Les signes d'alerte que j'ai mentionnés tout à l'heure sont valables aussi, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de voir Madame Simone venir au comptoir tous les mois et que d'un seul coup elle marche à petits pas et qu'elle a les joues un peu creusées. C'est bien que le pharmacien dise dites-moi Madame Simone, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez l'air d'avoir fondu, de l'encourager à se peser, etc. Et finalement, on peut retrouver assez facilement en 2 minutes à l'officine, dans l'entretien pharmaceutique, cette notion de variation importante et récente de poids, éventuellement de faiblesse musculaire. Et puis si on apprend que dans le contexte, justement, elle est suivie actuellement, on a découvert un cancer, ceci, cela, on a l'élément étiologique et on peut faire le diagnostic de dénutrition. Et donc le pharmacien peut jouer un rôle de conseil tout à fait important déjà en clarifiant le diagnostic de nutrition. À court terme, peut conseiller des petites choses au niveau de l'enrichissement, de ne pas sauter de repas, etc. Proposer de goûter des compléments nutritionnels pour voir ce qui passe le mieux et à ce moment-là encourager le patient à se les faire prescrire par son médecin. Et puis éventuellement prendre son téléphone pour appeler le médecin traitant de Madame Simone pour lui dire écoutez, cher ami, votre patiente, je la trouve bien affaiblie. Quel était son poids à la dernière consultation? Moi, je viens de la peser à l'officine, elle est à temps, etc. Vous voyez, coopération entre professionnels de santé et vigilance.
Et puis donc, bien connaître l'offre des compléments nutritionnels, parce que tous ne sont pas équivalents. Il y en a qui sont à 200, 400, 600 calories. Les apports en protéines sont variables. Donc, il faut connaître un petit peu les spécificités. Et puis, on a quelques pharmaciens d'officine qui sont très investis dans la nutrition à domicile, qui font eux-mêmes de la délivrance à domicile de produits de nutrition entérale ou parentérale. Donc, réjouissons-nous de toutes les bonnes volontés, car on a besoin de tout le monde. Bien. Une question, alors, pour faire de la nutrition parentérale ou entérale, est-ce qu'il faut nécessairement connaître les besoins nutritionnels du patient? Est-ce qu'il faut en passer par une évaluation? Alors, bah oui, c'est vrai que pour faire une prescription pertinente de nutrition entérale ou parentérale, il faut avoir une idée des besoins. Alors, on a deux façons d'avoir une idée des besoins. La première, la plus simple qu'on fait au quotidien, c'est d'utiliser des équations, des points de repère. Par exemple, on va souvent dire que pour une renutrition assez efficace de quelqu'un de sévèrement dénutri, il faut être aux alentours en entéral, on va être volontiers à 35-40 kilocalories par jour. En parentéral, on va être plus modeste, on va être plutôt aux alentours de 25-30, un petit peu moins en réanimation, un peu moins chez l'obèse. Voilà, il y a des recommandations qui existent sur la base d'estimations en fonction du poids du patient. On sait que ces estimations peuvent être en défaut. Et donc, dans des situations un peu plus complexes, si on veut être sûr de son coût, notamment pour des malades les plus fragiles en soins intensifs, maintenant, la recommandation, c'est à chaque fois qu'on peut de faire une mesure précise de la dépense énergétique avec la technique de calorimétrie indirecte. Mais voilà, ça va concerner un petit nombre de patients en milieu spécialisé. Une question. Pardon, Aurore, pardon, pour compléter la réponse, là j'ai répondu sur les calories, mais c'est pareil, il faut prendre en compte les besoins azotés, donc les besoins en protéines, et donc on a également des équations, par exemple de 1,2, 1,5 par kilo et par jour de protéines en entéral en fonction de la sévérité de l'agression et de l'âge, plutôt donc 1,5 grammes par kilo et par jour chez les sujets âgés et dénutris, et plutôt 1,2 chez l'adulte. Et pareil, en réanimation, il y a des recommandations qui varient en fonction de l'état inflammatoire, du stade de la renutrition. C'est un peu plus spécialisé. Je conseille, s'il y a des réanimateurs qui nous écoutent, de consulter le dernier fascicule Questions de nutrition clinique en soins intensifs que la SFNCM a édité il y a quelques mois, qui est vraiment très bien fait et qui répondra précisément à toutes ces questions. Bien. Alors, ne faut-il pas sensibiliser les chirurgiens dentistes ou même les dentistes, je dirais, à la dénutrition pour leurs patients qui ont des prothèses et même une très mauvaise dentition? Absolument, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, pour souligner ce point, on se réjouit que dans l'équipe d'animation du collectif de lutte contre la dénutrition, il y a un collègue dentiste, justement, parce que les dentistes sont aux premières loges, si je puis dire, pour repérer effectivement les conséquences de la dénutrition, parce que la dénutrition, malheureusement, aggrave l'état dentaire, les gencives, etc. Mais inversement, les gros problèmes dentaires, les difficultés de mastication, voire la perte complète de dents, les dentiers plus ou moins adaptés, vont avoir une conséquence négative sur la capacité à s'alimenter. Donc, vous voyez bien qu'il peut exister un cercle vicieux, il y a un effet d'auto-aggravation et donc, effectivement, c'est un bon réflexe de regarder les dents des patients, même si on n'est pas dentiste, et a fortiori que le dentiste, au-delà des dents, enfin de la bouche qui voit, jette un petit coup d'œil sur les masses musculaires du patient et éventuellement fasse un message, un peu comme le pharmacien tout à l'heure, un message d'alerte, de prévention, d'encouragement à consulter s'il a l'impression que derrière les problèmes de dentition, il y a une problématique nutritionnelle importante. Mes cher Pierre, je vous propose de conclure. Donc, vous recevrez, vous qui avez participé à ce webinaire, le replay, vous pourrez revisionner ce webinaire de façon plus fluide à partir de demain. Vous le retrouverez sur le site de la SFNCM et également sur Facebook. Voilà, merci à tous, merci Aurore et bon courage dans notre combat partagé contre la dénutrition. Merci à tous, au revoir et merci Pierre.